je vais traiter de la responsabilité financière tout court, donc pas en matière de climat, ni en matière de santé, ni en matière sociale, mais la responsabilité financière. Et je vais rattacher ce que je vais dire à la question du rôle du droit, des fonctions du droit dans la globalisation de façon générale. Donc vous allez voir, c'est assez général. Je vais essayer de présenter quelques idées qui me semblent permettre de théoriser cette irresponsabilité, sachant que le sujet a tout de même un rapport avec mes propres centres d'intérêt, et notamment avec une réflexion sur l'incidence de la transformation ou détransformation du capitalisme dans la globalisation sur le droit. Et pour faire très court, il me semble que l'irresponsabilité financière est non seulement cruciale, mais endémique dans cette globalisation économique. Autrement dit, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est-à-dire sur les rapports entre droit et globalisation, je pensais que l'irresponsabilité était un effet, en quelque sorte, accidentel et provisoire de la globalisation, et qu'avec quelques ajustements, et notamment quelques ajustements dans la portée du droit. C'est un thème qui est très lié à la question de l'extraterritorialité qui, je pense, est à l'ordre du jour de demain. Avec quelques bons ajustements, on arriverait à, en quelque sorte, sortir le droit du paradigme territorial westphalien, et on lui permettrait d'atteindre, en quelque sorte, des activités qui se sont développées au-delà des frontières. Alors maintenant, ma position est un peu différente, et il me semble qu'on ne peut pas penser la globalisation économique sans passer par cette irresponsabilité. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas la responsabilité que je prends au sérieux en réponse au thème du colloque, c'est cette irresponsabilité qui me semble centrale. C'est une irresponsabilité qui est construite. Alors, dans les débats sur la gouvernance globale, qui sont maintenant très à la mode et où le droit a relativement peu de part, finalement, c'est un débat de politologues ou de spécialistes des relations internationales beaucoup plus que de juristes. Mais dans ce débat, on sait que, alors qu'on a l'impression que les États perdent le contrôle, je cite Saskia Sassen, dans la globalisation, en réalité, cette perte de contrôle est une sorte d'effet d'optique, puisque tout ce dont l'État se plaint, tout ce dont les souverainetés se plaignent, résulte en réalité de décisions politiques, très souvent d'une série de décisions politiques accumulées et à court terme. Néanmoins, ce n'est pas une sorte de chose qui arrive, mais les effets de la globalisation sont bien voulus, en ce sens qu'elles sont le résultat de processus politiques. Alors ça, tout à fait d'accord, mais je voudrais apporter quelque chose de légèrement différent qui vient d'un point de vue spécifiquement juridique. Et il me semble que la globalisation économique et l'irresponsabilité financière qu'elle implique est une coproduction. C'est une coproduction à la fois par l'économie et par le droit, et en particulier, et ça c'est peut-être une déformation d'optique, mais c'est la mienne, en particulier du droit privé.
Et donc, je pense que le phénomène de l'irresponsabilité, la responsabilité étant certainement au centre du droit privé, si on essaie de comprendre quelle est la fonction du droit privé au fond, on aboutirait sans doute quelque part avec une réponse parmi d'autres, mais une réponse concernant la responsabilité. C'est donc une coproduction du droit privé. L'idée de coproduction, je l'emprunte à une source que je trouve extrêmement utile, qui est la discipline nouvelle et qui a pris de l'ampleur récemment, notamment sur des questions de climat, qui est la science et la technique, au Science and Technology Studies, qui essaye d'enjamber les barrières disciplinaires, en quelque sorte, et qui essaye de montrer que, en réalité, ce qu'on a pensé jusqu'ici sous la modernité comme étant scientifique et dans un autre compartiment juridique, par exemple, en réalité, tout cela travaille ensemble pour produire des états de choses, des états de pensée. Donc je pense que la globalisation économique est, en ce sens, une coproduction du droit privé. Et c'est comme ça que je voudrais prendre cette irresponsabilité au sérieux. Alors, une remarque justement sur cette coproduction. Ah, il ne se passe rien. Si, voilà. Sur la contribution du droit privé, l'idée que le droit fournit une infrastructure à cette globalisation économique. Je pense que ce qui est fourni par le droit, c'est l'infrastructure du capital, l'infrastructure des marchés, et y compris les marchés financiers, bien sûr, mais aussi les marchés de la dette publique et de la dette étatique sur le plan international, par exemple. Tout cela est structuré par des règles de droit civil, de droit commercial, des règles de droit des contrats, de droit de la propriété, de droit des sociétés. Et c'est la conjugaison de toutes ces règles de droit qui, venues ensemble, fournit cette infrastructure. Alors là encore, ce n'est pas du tout une observation inédite. Maintenant, les travaux des internationalistes critiques sur la formation de l'Empire, par exemple, ont montré comment, dès les scolastiques espagnols, c'était le droit privé qui a fourni les bases du crédit, du prêt, des marchés, du contrat. Donc ce n'est que le prolongement de cet état de choses. Le droit, et spécifiquement le droit privé, intervient aussi, au-delà de la structure de la globalisation, dans les processus de la globalisation économique, et notamment dans la construction des chaînes de valeur. Les chaînes globales de valeur qui viennent de l'industrie extractive, par exemple, dans les pays généralement en développement, et qui acheminent en quelque sorte les produits vers les marchés de consommation dans des pays généralement riches. Et ces chaînes, bien entendu, là encore, sont un phénomène bien identifié. À côté de l'industrie extractive qui a été mentionnée 1000 fois cet après-midi, il y a celle qui concerne les terres, et donc l'accaparement des terres, avec leurs produits, et aussi, bien entendu, l'industrie alimentaire. Donc la chaîne de valeur en matière alimentaire a la même infrastructure juridique et produit les mêmes effets de structuration de l'économie globale. Et finalement, c'est aussi le droit, et spécifiquement le droit privé, qui fournit les structures, l'encadrement de la production des normes, c'est-à-dire la production du droit au-delà de l'État, notamment
en consacrant l'autonomie des processus d'arbitrage. Alors ça, c'est évidemment une grande question d'actualité, puisque c'est les négociations sur l'accord transatlantique s'achoppent aujourd'hui ou hier sur la question du rôle de l'arbitrage d'investissement. Mais bien entendu, cet arbitrage, cette institution se retrouve également en matière commerciale de façon générale et aussi en matière de marché, dans le fonctionnement des marchés financiers, puisque les marchés financiers ont leur propre mécanisme d'arbitrage qui produisent, comme tout mécanisme juridictionnel, de la norme. Donc ça, c'est mon point de départ, en quelque sorte, pour dire ce que j'ai à dire sur le sujet. Comment penser cette irresponsabilité? Eh bien, c'est à partir de ce rôle du droit dans la construction de la globalisation économique. Non. Bon. Ah, voilà. Donc, ce que j'ai à dire concerne en réalité la façon dans le droit, en opérant cette construction, fonctionne. Et je crois qu'on a déjà entendu beaucoup d'illustrations de cette idée déjà dans les différentes formes d'irresponsabilité qu'on peut trouver dans la globalisation, que ce soit les responsabilités sociales, sanitaires ou financières en matière de climat. Le droit opère selon ce que j'appelle une triple schise. J'utilise l'image de la schise pour montrer que c'est à la fois systémique et pas forcément délibéré. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que tout ça est pensé selon un schéma qui serait venu, qui aurait émergé de façon délibérée. Néanmoins, ce n'est pas non plus accidentel. Et donc cette schise prend la forme de trois séparations, de trois divisions. La première est un cloisonnement juridique des personnes et des territoires. On en a déjà discuté tout à l'heure et l'exposé d'Isabelle Dugareil a notamment montré cela. Je pense que le deuxième effet de schise est la déconnexion de différents régimes, j'y reviendrai bien sûr, et le troisième niveau de schise est la séparation du public et du privé. Et ces trois schises sont inscrits en quelque sorte dans les gènes du droit, pour mélanger les métaphores, et c'est pour ça que il y a lieu certainement d'être pessimiste, comme l'ont été les orateurs précédents. C'est à quelque chose de structurel qu'il faut s'attaquer. Alors, la première schise, donc, le cloisonnement juridique des personnes et des territoires. Le droit privé crée ou a sa propre géopolitique, en quelque sorte, en permettant au capital de s'organiser, comme on l'a montré, derrière des écrans qui vont de pair avec le cloisonnement des territoires. Donc on l'a montré à plusieurs reprises, il suffit de construire une filiale et de l'implanter en droit local et le sous-capitaliser pour produire les effets qui viennent d'être expliqués. Je pense que la valeur financière d'un groupe, la valeur des actions d'un groupe est largement tributaire de cet effet de cloisonnement. On le voit on le voit très clairement dans des affaires où justement on essaie de surmonter les cloisonnements et d'engager la responsabilité de dirigeants pour fraude, par exemple. Les actionnaires portent des actions pour perte de la valeur des actions. Je pense à l'affaire Morrison, par exemple, dont il sera certainement question demain.
la valeur de l'action est tributaire du cloisonnement. C'est pour cela que je pense que la vraie critique des affaires comme l'affaire Kiobel, dont il sera question demain, se situe beaucoup moins sur un terrain technique que sur le terrain de l'économie politique, c'est-à-dire en limitant l'étendue dans l'espace du pouvoir juridictionnel d'un État, et notamment du plus puissant, on crée un écran pour le capital qui est pratiquement infranchissable, avec tous les effets que l'on vient de voir. Le deuxième effet de Skis est la déconnexion. Alors là, les internationalistes, les juristes internationalistes et les spécialistes de la théorie des systèmes observent un effet de fragmentation de l'ordre international. Alors ça, c'est une sorte de tarte à la crème du droit international. On n'a plus un droit international hiérarchisé, centralisé, qui arrive à contrôler les différentes actions des États. On a une série de régimes spéciaux et fragmentés qui se superposent, qui interagissent, qui entretiennent des relations relativement difficiles parfois. Selon Gunther Teubener, le problème de l'ordre international, maintenant, c'est la question, ou c'est le problème de la collision des régimes. Eh bien, je pense que on voit concrètement comment ces différents régimes entrent en collision et restent surtout déconnectés. Et l'exemple, là encore, que je vais donner se rapporte à ce qui a été dit cet après-midi à plusieurs reprises. Vous avez par exemple le régime de l'investissement des États. On appelle ça le régime de l'investissement, c'est-à-dire que le monde est régi par un très très grand nombre d'accords bilatéraux d'investissement qui donnent une situation privilégiée à la propriété privée, c'est-à-dire à l'investissement venu d'ailleurs. C'est précisément, là encore, ce qui est en jeu aujourd'hui dans les discussions sur le traité transatlantique. Eh bien, on en veut à ce régime, par exemple, de donner une situation privilégiée au capital étranger, aux acteurs étrangers, au détriment des acteurs locaux. Eh bien, ce régime de protection des investissements n'est pas lié, n'est jamais mis en relation avec la question de la responsabilité de l'État pour la conduite de ces entreprises à l'étranger. Or, il est absolument évident que lorsqu'une entreprise s'implante, on crée une filiale à l'étranger, cette implantation est encouragée ou sera encouragée par un traité d'investissement. C'est-à-dire que les investissements privés vont de pair avec l'encadrement public du traité d'investissement. Or, les deux choses ne sont jamais mises ensemble, c'est-à-dire que l'État n'est pas responsable, cela a été montré tout à l'heure à au moins 2 reprises, pour des raisons qui tiennent au cloisonnement des territoires, Skis première. Et pourtant, c'est évidemment le traité bilatéral et l'encouragement de l'État d'origine qui explique la présence de l'entreprise en droit local par la filiale étrangère. Et donc on ne met jamais en relation la structure d'origine et puis le bénéfice des avantages qui reviennent à l'État hôte par l'investissement privé. Donc cette déconnexion est très grave. Cette déconnexion permet justement tous les effets que l'on vient de voir, et notamment cet effet d'irresponsabilité endémique.
La troisième esquisse est celle du public et du privé. Alors là, il y a énormément de choses à dire. Cela structure notre vision du droit. Je vais prendre quelques exemples là encore. D'un côté, parce qu'on sépare le public et le privé, on ne théorise pas, on ne conceptualise pas l'autorité non étatique privée, ou du moins on reconnaît qu'il y a du pouvoir privé, donc on reconnaît qu'il y a des multinationales ou encore des agences de notation ou encore des autorités financières, par exemple, des arbitres, mais on ne leur donne pas un statut d'autorité. C'est-à-dire que s'ils sont gouvernés, c'est au moyen du droit privé qui est soumise et découpée selon les deux skis que j'ai décrites. C'est-à-dire que, à force de ne voir ou de ne rendre responsable ou de n'imposer d'obligation de rendre compte qu'à des autorités étatiques au public, le pouvoir privé, l'autorité privée, non conceptualisée, non reconnue, passe en quelque sorte à travers le filet de la responsabilité. La même chose se passe de l'autre côté de la ligne théorique qui sépare le public et le privé. De l'autre côté de la ligne, on voit, et c'est aussi le sujet de ce colloque, la marchandisation de la souveraineté et des aspects, des démembrements en quelque sorte de la souveraineté, que ce soit les terres ou la propriété, la monnaie, la dette. Et une des illustrations les plus graves de cette marchandisation concerne la dette publique des États. Et pour boucler la boucle en quelque sorte, ce qui est très très grave, c'est que maintenant l'acquisition de la dette publique sur le marché secondaire est reconnue ou a été acceptée par l'arbitrage comme étant un investissement. Et du coup, on peut penser à la Grèce, mais aussi évidemment au Congo, à l'Argentine et à bien d'autres. Le sort des politiques publiques de l'État, liées à l'émergence de la dette, est soumise à l'arbitrage privé. Alors, voilà quelque chose qui ne va pas. Là, c'est l'irresponsabilité du pouvoir privé. Les arbitres n'ont aucune obligation de rendre compte, en quelque sorte, devant la communauté internationale en faisant tout cela. Donc, voilà les remarques que j'avais à faire. Je pense que ce rôle du droit privé que je voulais souligner ici ne doit pas surprendre. Alors je pense que c'est en ce lieu, mais sans doute dans un amphi moins, peut-être pas encore restauré, que Michel Foucault a expliqué quelle était la différence entre le libéralisme et le néolibéralisme. Et l'une des étapes du passage entre les deux est précisément l'inversion du droit public et du droit privé, c'est-à-dire que les limites que l'on impose à l'action individuelle, à la volonté individuelle, à l'autonomie individuelle par l'État, donc par l'État libéral, sont en fait transformées, intériorisées et deviennent du droit privé. Et c'est pour cela que je pense que le rôle du droit ou en fait, le travail des juristes, le travail critique des juristes dans la globalisation économique, c'est peut-être d'explorer le travail du droit privé dans ces processus et surtout de regarder les points d'articulation entre ces différents régimes. Là, je vous remercie.